naturel. Pour le moment, on continue à avoir des langages qui ne sont pas complètement naturels. Demain, on pourra s'exprimer comme on s'exprime dans la rue, au café, pour pouvoir accéder à tout ce type de traitement. Donc voilà un des exemples. Bien entendu, la robotique, on le sait, repose sur cette technique. L'analyse des images, on le voit dans le domaine médical, mais on le voit à l'heure actuelle dans tous les domaines, y compris dans l'assurance, je vous le montrerai. Je vais arrêter là. Donc c'est un champ qui n'est pas limité. Ça couvre toutes les activités quasiment d'une entreprise à l'heure actuelle. Et celui qui arrivera à maîtriser ces techniques, parce que c'est des techniques, qui arrivera à les vraiment domestiquer au sens fort du terme, c'est-à-dire qu'il comprendra, je pense, aura un avantage compétitif considérable. Parce que bien souvent, si on ne comprend pas ce qu'il y a à l'intérieur de la boîte noire, de temps en temps c'est des boîtes noires, ça pour beaucoup de gens, très honnêtement, il faut qu'ils rentrent dans la boîte noire, et je pense qu'il faudrait davantage, c'est un message de conclusion que je donne tout de suite, développer une culture technologique faisant appel à ces techniques de façon à ce que les gens qui y recourent comprennent leur portée, leurs limites, et ne soient pas simplement en train d'appuyer sur un bouton, de regarder les résultats sans savoir comment il a été processé. Donc, alors, dans mon domaine, quelles sont les conséquences de l'entrée dans l'ère de ce que j'appelle le big data, l'intelligence artificielle, etc., dans mon secteur qui est l'assurance et la réassurance? C'est un changement, j'ai dit, fondamental. L'information d'hier, tout ça, c'est l'information. Donc, traitement de l'information, accumulation de l'information, dissémination de l'information, transmission de l'information, que sais-je encore. Hier, l'information, elle était incomplète et statique. Donc, elle était limitée, l'information était toujours limitée, dans les domaines de la biologie comme dans le domaine de l'économie, on avait des informations, et incomplètes, mais on ne savait pas de combien elles étaient incomplètes, parce que c'est très compliqué pour savoir pourquoi elles sont incomplètes, il faudrait qu'on ait la complétude. À l'époque, on ne pouvait pas estimer la complétude, on avait ce que l'on pouvait, venant d'enquêtes ici, de tests là, de développement scientifique limité, que sais-je encore. La granularité de l'information était extrêmement faible. On avait souvent des données qui étaient un peu agrégées, mais qui n'étaient pas aussi fines que celles que l'on peut trouver à l'heure actuelle. Donc ça, c'est un des grands changements, la possibilité de passer d'une espèce de d'approche macroéconomique ou macro tout court, méso, intermédiaire, puis maintenant c'est au-delà de la microéconomique, on peut trouver des choses microscopiques dans votre domaine, en ce qui nous concerne. Ensuite, elle était statique, maintenant elle est dynamique et hiérarchisée, c'est-à-dire qu'on peut suivre des individus, on peut suivre des entreprises, on peut suivre des mouvements financiers. À l'époque, on avait des photos. Le passage du photo au film est tout à fait fondamental dans les arts visuels, mais ça l'est dans notre domaine. Il y avait un décalage temporel, on les avait en batch, on avait les informations, on les traitait. Non, maintenant c'est le temps réel, on les a en temps continu, sans délai, en accessibilité. Elles étaient coûteuses à obtenir, l'information était longtemps un bien rare, et comme tout bien rare, c'est un bien coûteux. C'est l'inverse à l'heure actuelle, à tel point que c'est une profusion, on est rentré dans une ère de profusion, très peu cher à obtenir, l'accès est divisé, et la même chose, coûteuse à traiter à l'époque, à l'heure actuelle, pas du tout, ceci représente très peu d'investissement, j'allais dire, pour avoir accès à toutes ces bases. Oui, c'est absolument incroyable, c'est ça le changement fondamental derrière ces techniques, on a deux états du monde, un état du monde avec des informations parcellaires, limitées, coûteuses, agrégées, que sais-je encore, à une ère que l'on connaît, maintenant ça y est, on y est dedans, qui est au contraire d'accès permanent, instantané, à toutes sortes d'informations. De temps en temps, il y en a trop, c'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire à la fin, quand je dis de profusion, avoir 1000 chaînes sur sa télévision, c'est absolument formidable. Très honnêtement, on regarde des 1000 à la fois, me semble, en ce qui me concerne, une gageure. Donc non, de temps en temps, on est submergé par les données. Et là, quand je parlais de culture, d'éducation à l'utilisation des données et de traitement de l'information, il faut absolument que cette culture s'installe. Parce que sinon, on fera n'importe quoi à partir de n'importe quoi. Il faut absolument faire en sorte que les gens sachent qu'il y a derrière, comme je dis, boîte noire, et cette culture de la donnée. Alors, j'ai donné des exemples à chaque fois un peu de ce que je fais dans mon domaine pour illustrer. Exemple, un grave problème dans l'assurance agricole, c'est d'aller sur place pour regarder quand il y a une inondation ou lorsqu'il y a eu par exemple une sécheresse, quels sont les dégâts. Vous imaginez envoyer quelqu'un sur place au bout du champ, aller faire un autre champ, mais c'est pas le champ du voisin, c'est lequel, où est-ce qu'il est borné, où il s'arrête et autres.
Et pendant ce temps-là, ça vous coûtera plus cher en traitement d'accès à l'information, quel est le champ qui a subi le maximum de dégâts lors d'une sécheresse, et ça rendra l'assurance tellement coûteuse que les gens n'utiliseront pas l'assurance. Voilà un des exemples, ça c'est réel, c'est dans mon entreprise. Ça c'est pas la sécheresse. Trop coûteux, c'est trop coûteux à traiter pour aller chercher l'information. Évidemment, on a utilisé le satellite. Donc le satellite, c'est la solution. On va pouvoir en temps réel voir exactement champ par champ s'il a été affecté par la sécheresse. Et de manière relativement peu coûteuse à l'heure actuelle. Vous allez pouvoir zoomer. Vous allez zoomer sur la ferme du Père Fernand. Et puis, on a pour chaque commune les évolutions de la production de fourrage, puisque en l'occurrence, c'est la production de fourrage. Vous avez ça année après année. Vous pouvez estimer évidemment les écarts. Chaque année, vous avez plus ou moins de foin, absolument fondamental pour l'élevage. Vous pouvez calculer un indice donc d'écart par rapport à la moyenne de la production de fourrage dans cette région-là. Et après, vous pouvez calculer de manière paramétrique une année donnée de grande sécheresse, les pertes que les différents agriculteurs ont subies en raison de l'absence d'eau. Donc, vous pouvez assurer désormais les agriculteurs, coût très réduit. Tout ceci se fait par satellite, de manière automatique, traitement de données évidemment, puisque du haut du ciel, on voit parfaitement la... Alors, on a développé ça quasiment partout dans le monde, et des régions qui pouvaient absolument plus être assurables, par exemple comme l'Inde, eh bien l'Inde ou la Chine est couverte par satellite, et c'est extraordinaire. Le satellite passe 3 fois par jour. On a mis sur ordinateur tous les riz possibles, et donc on est capable de dire à un moment donné exactement la production de riz, la qualité du riz et la récolte à terme, tous les jours. Et donc si un jour il y a effectivement, par exemple, une grande sécheresse ou au contraire une grande inondation, on peut estimer la valeur de la production au moment où l'accident se produit, la catastrophe se produit, et indemniser sur une base réelle, tout ceci sans aucune intervention humaine, autre que celle de traiter les images que l'on reçoit du ciel. Donc ça, voilà. Donc deuxième point, l'observabilité quasi totale à l'heure actuelle permise par les développements en termes de data et d'intelligence artificielle va éliminer dans mon domaine l'asymétrie d'information qui a historiquement existé entre assureurs et assurés. Depuis le début de l'assurance, vous avez des informations sur la façon dont vous conduisez, et moi, parce que vous savez comment vous conduisez, si vous respectez les limites, etc., etc. Et l'assureur, lui, non, il voit pas, il n'a pas l'observabilité. Comme un médecin, le médecin vous voit de temps en temps dans votre état de santé, mais il n'est pas tous les jours à côté de vous pour savoir ce que vous mangez, ce que vous fumez, est-ce que vous respectez un certain nombre d'hygiène de vie, que sais-je encore. Et à la base de l'assurance, il y a toujours cette asymétrie qui a posé des problèmes énormes, parce que comme vous n'avez pas l'information sur les risques, vous êtes obligé de les estimer à partir d'une série de données. Généralement, l'histoire, vous avez beaucoup d'accidents, vous êtes sans doute un mauvais conducteur, et on ne sait pas si la faute à pas de chance ou à la qualité de la conduite, et puis vous estimez après un bonus, malus, enfin tout ceci, c'est à la base de l'assurance. Terminé tout ceci. L'observabilité est devenue totale, il n'y a plus cette asymétrie d'information. On est rentré dans l'ère du sensor ou du monitoring, comme on dit. C'est-à-dire vous pouvez équiper, par exemple, les avions, les pilotes, de sensors, et on peut savoir tout le long du vol exactement comment ils se sont comportés, je veux dire, dans le temps de vol, est-ce qu'ils ont respecté tel ou tel protocole, que sais-je encore. Et ceci est vrai pour tout, pour la conduite d'une machine, ceci est vrai pour la conduite d'une voiture, ceci est vrai lorsque vous avez des bracelets sur, par exemple, le respect d'un certain nombre de règles de vie. Donc cette ère du sensor a fait en sorte que l'asymétrie a disparu. Vous vous rendez compte, on a 2 siècles où les actuaires ont passé leur temps à partir de données parcellaires pour essayer de savoir qui était plus ou moins enclin à prendre des risques. Terminé tout ceci. Et les actuaires sont progressivement remplacés par des gens qui sont des data analystes et qui vont utiliser ces données ou ces sensors ou ces données en temps réel pour pouvoir estimer. Ça change radicalement, mais radicalement, cette industrie, 2 siècles à essayer d'inférer les comportements à partir de données parcellaires, à maintenant l'utilisation permanente de données. Donc,
Je vais donner un exemple tout de suite. Vous allez voir, c'est assez impressionnant. Donc, on va changer toute la technique d'assurance, je crois qu'on peut le montrer, que ça soit la souscription, que ça soit les types de produits et de services qu'on va offrir, ça sera sans doute le traitement des sinistres. Je prends cet exemple. À l'heure actuelle, vous voyez, on a, grâce aux satellites aux États-Unis, il y a une inondation dans une courbe du Mississippi. Les agriculteurs qui sont assurés ne savent pas que je sais tout, d'accord? Et donc nous, immédiatement, on traite toutes les déclarations de sinistres. Comme on sait la hauteur de l'eau, mais vraiment au mètre carré, l'ordinateur nous crache immédiatement ceux qui ont dit la vérité dans leur déclaration de sinistre, là où il faut aller vérifier parce que c'est pas tout à fait clair, et celui qui a menti, qui a fraudé. Et on envoie des gros bras chez les personnes qui ont fraudé parce qu'on est quasiment sûr que finalement la déclaration de sinistre est fausse. Il ne sait pas comment on fait. Les autres qui ont fait des déclarations de sinistre reçoivent le chèque dans la semaine qui suit, ne savent pas comment ça s'est produit. Entre ça, il y a ces traitements extraordinaires. Voilà comment les traitements de sinistre sont en train de faire. C'est pour ça qu'on utilise de plus en plus de mobiles après accident automobile. On prend une photo de la voiture, la photo est traitée par imagerie et on trouve exactement le coût de réparation de la voiture et éventuellement on envoie le chèque. Donc voilà encore une fois une modification radicale de la façon dont on fait notre métier. Ceci donc concerne tout. Là, troisième chose, l'utilisation de big data. Donc là, je vais faire aussi une petite présentation sur la façon. C'est aux États-Unis, c'est réel. Hein, tout ça, c'est de mon entreprise, c'est pas de la science-fiction. C'est la souscription automatisée de contrats d'assurance mortalité aux États-Unis. Vous avez Monsieur Steve Doran. Le modèle s'appelle Velogica. Life insurance sales to the middle market have been decreasing for over 20 years. One of the big drivers of this decrease has been that the process to buy life insurance is very onerous and invasive for both the life insurance agent and the consumer, and they simply can't be bothered to go through with the process. This represents 52 million households in the United States. SCOR developed the Velogica platform, a radical and revolutionary new underwriting platform. This data-driven solution using state-of-the-art technology in order to dramatically simplify the process and make it possible for a consumer to purchase life insurance in one sitting. The sales process is simple. The agent and a client can visit to discuss their life insurance needs in any place that's convenient for them, in their home, in their office, at a coffee shop. They sit together, collect the necessary information on the application, and submit that to the Velogica system. The Velogica algorithm goes out to available databases and collects additional information. And all of this information together is combined for the Velogica algorithm to develop the risk profile for that client. Thanks to the information available in the big data environment and the sophisticated Velogica algorithm, SCOR is able to deliver final quotes in under 60 seconds, 90% of the time, and the entire sales process can be completed, including policy issue, in less than 15 minutes. It's very important that we were able to ensure them that the system was designed in such a way that data privacy of their clients was never compromised. Voilà, donc vous avez... The Velogica platform introduced by SCOR has been remarkably successful. Over 1.5 million policies have been written on the Velogica platform as of the middle of 2014. This represents over $100 billion of face amount written. With the use of the Velogica tool, SCOR has transformed the way an agent is able to deliver a policy at the point of sale to their client. SCOR's continued commitment to innovation, delivering state-of-the-art tools, will continue to push the boundaries of efficiency and deliver even greater solutions to agents in the years to come. Oui, en une minute, la personne donne son numéro de sécurité sociale aux États-Unis, le temps de prendre un café, et immédiatement, tout ceci est envoyé de l'iPad sur notre système, qui, par exemple, voit, tenez-vous bien, tous les accidents du travail partout aux États-Unis pour voir si la personne a un accident du travail ou pas. Ensuite, tous les criminal records, il a été condamné pour conduite en état d'ivresse. Toute la base de données de toutes les prescriptions médicales avec un moteur de recherche qui infère, par exemple, de la dose d'insuline qu'elle prend, de prescription médicale quand elle va voir son état de diabète. Tout ceci se fait en exactement 60 secondes. Depuis le domicile de la personne, et on fait immédiatement, voilà votre quote, et voilà votre contrat, voilà le prix, voilà. Ceci est
Alors évidemment, vous avez vu, c'est patented, c'est un instrument qui a été déposé, qui est développé chaque jour, et chaque jour on rajoute des bases de données, par exemple ce qu'on appelle le profil de crédit dans les banques, on y a désormais accès, et donc quand les banques prêtent, elles font des tas d'enquêtes, tout ceci est immédiatement en accès dans notre base de données. Donc c'est un instrument incroyable, puisque, je vous dis bien encore une fois, par rapport au processus de vente d'un contrat d'assurance vie, qui prenait du temps et dans lesquels on posait des questionnaires compliqués, là la personne donne son numéro de sécurité sociale. Et comme on a son adresse pour aller chez elle, tout ceci, c'est des 100 milliards, il y a 4 ans déjà, 100 milliards de face account, de face value, c'est absolument considérable. Donc, voilà des exemples concrets d'utilisation des big données, big data, tels que ça existe à l'heure actuelle. Alors, j'ai parlé, peut-être, on va sauter la déclaration agricole. Tout ceci, c'est assez extraordinaire. Grâce à l'INRA, on a tous les modèles de croissance des plantes. Donc, l'ordinateur nous simule la croissance de n'importe quelle plante. Et on peut donc estimer la valeur de la récolte à partir du ciel. On peut, par exemple, un troupeau, si on assure un troupeau à l'heure actuelle, l'ordinateur nous donne le nombre de bêtes, le poids des bêtes, la qualité de la viande. Et éventuellement celles qui ont disparu dans la période d'observation. Donc si jamais une épizootie qui décimerait le troupeau, nous savons le lendemain exactement quelle est la conséquence. On fait du text mining, alors ça c'est assez sophistiqué, c'est encore un des exemples que l'on fait. Vous travaillez en Chine et vous avez des prescriptions médicales en chinois, par exemple, vous voyez à la main, et là vous allez avoir un exemple encore une fois de classification automatique des rapports médicaux en Chine. C'est-à-dire vous avez un rapport médical que vous traitez. 600 000 agents à Taikang Life avec lesquels on travaille. The protection business is expanding very quickly from Taikang Life, such as the medicine, critical illness. This business line needs the support from reinsurer. We get medical reports to trigger a claim. So medical report is a text we receive. And in order to do studies, in order to understand better the underlying risk, we have to classify these medical reports into these categories. The first part of the method is to use what we call the natural language processing. So because we have some medical reports that are text, in order to do some algorithm on this, we have to transform the text into numbers. In order to do so, we basically estimate the frequency of each word, how many times a word appears in the documents. This is really what this step is about, transforming text into numbers. You have to take the Chinese specificities into account. The second step is quite straightforward for us because we have numbers, and on these numbers we are going to fit some machine learning algorithm. So this is really the combination of these two steps that is our method. Once we have converted our text in numbers, we apply the classical method machine learning algorithms such as random forest, distant gradient boosting. This project was quite long. We have been several working on this. It was quite challenging, and we spent a lot of time to be sure that our solution meets the client's expectations. Life is part of this project. We identified one systematic approach to service Taikang Life, including client interaction, resources, and so on. This way, score service to Taikang is improved significantly. Vous avez 600 000 souscripteurs qui font peut-être 10 rapports par jour. Donc, vous calculez ça. Et puis, vous devez traiter tout ça. C'est des rapports écrits en chinois à la main. Et vous devez traiter ça. Donc, voilà un des exemples. Et donc, on a développé ces techniques, y compris d'intelligence artificielle, qui permet immédiatement de pouvoir traduire ces rapports médicaux à la main en un rapport totalement exploitable à coût extrêmement faible. Encore une fois, le coût est absolument déterminant. Imaginez d'avoir à mettre ça sur ordinateur tous les jours à la main, c'est absolument impensable. Donc, alors en plus, on a eu la chance, puisque on a pu trouver un logiciel, notamment utilisé par les services secrets, qui permet de traduire les kanji chinois directement sur nos ordinateurs.
Et alors, c'est assez sophistiqué parce que la lecture d'un rapport médical d'un médecin chinois est à peu près comme d'un médecin français, c'est-à-dire on n'arrive pas à le lire, et en plus c'est en chinois, et donc tout ceci est donc intégré. Et voilà un saut quantique qui n'aurait pas été possible sans l'utilisation de l'intelligence artificielle. Bon. Et puis un autre exemple qui est beau, celui-ci que j'aime bien, c'est Uber, parce que l'innovation porte dans tous les domaines, et donc nous sommes réassureurs d'Uber. Alors voilà la question. Un chauffeur d'Uber, il part de chez lui, donc c'est sa voiture, il est chez lui, donc c'est sa voiture, mais il l'utilise à titre privé. Il peut l'utiliser pour aller déposer ses enfants à l'école. Après, il charge quelqu'un, mais il charge quelqu'un, c'est pas la même responsabilité parce qu'il a deux personnes transportées, puis il va les déposer, puis après il va s'arrêter, puis il va attendre pendant 1 heure, et puis après c'est différent, là il va avoir 4 personnes, et donc dans la journée, le profil de risque change à peu près, mais peut-être 20 fois. Et voilà, maintenant, la police d'assurance tient compte en temps réel et change les termes de la police tout au long de la journée en temps réel. Je ne sais pas si je suis clair. Vous avez une police d'assurance qui, normalement, vous donne un tarif pour l'année, et là, on vous fait un tarif, non pas par heure, mais à chaque fois que le profil de risque change. C'est vrai que vous êtes tout seul dans votre voiture, vous avez 4 personnes derrière, mais ce n'est pas le même risque, si jamais vous avez un accident, et donc tout ceci est tenu compte en temps réel, et le tarif, les termes et les conditions sont adaptés. Ça, voilà, Uber a fait une innovation en matière d'accès au taxi. Nous avons fait une innovation parallèle en matière de protection et d'assurance. Imaginez, tout ceci est opérationnel, hein, c'est pas des projets. Ce n'est possible que, encore une fois, par la combinaison de la transmission d'informations, du traitement de l'information et de la connaissance fine des profils de risque. Quand je parle de la granularité tout à l'heure, au niveau de granularité, l'espace-temps est devenu extrêmement précis. Donc voilà, encore un des exemples d'utilisation de l'intelligence artificielle. Alors, le temps passe, je suis pas sûr. Évidemment, j'ai été professeur pendant longtemps, et donc j'ai toujours beaucoup travaillé sur les courbes, les fonctions de production des assureurs et des réassureurs. Et donc, bien souvent, ce qu'on appelle la frontière d'efficience, il faut produire des services d'assurance. Vous avez ça sur l'axe, vous voyez, produit de réassurance. Puis de l'autre côté, vous avez facteurs de production, du capital et du travail. Et puis, grosso modo, les sociétés qui sont sur la frontière d'efficience ont bien produit de l'assurance. Quand elles ont bien utilisé le capital et le travail, ils produisent le maximum de services d'assurance. Avec tout ce que j'ai dit, on va voir la prochaine slide, c'est assez extraordinaire. On déplace la frontière d'efficience. Ceci est vrai dans tous les secteurs. Vous allez voir apparaître, avec le même niveau de capital et de travail, vous allez produire plus de services d'assurance, mesurés par le nombre de polices, par le volume des primes, que sais-je encore. Et donc là, vous avez déplacement de la frontière technologique. Ça, c'est assez classique. Le temps passe, la productivité augmente, et vous allez produire plus avec moins, ou inversement, vous avez besoin de moins de capital et de travail pour produire le même niveau de Qu'est-ce qui se passe avec toutes les techniques que j'ai développées? Vous allez voir apparaître. C'est assez extraordinaire. Vous avez un nouvel entrant. C'est là où il y a disruption. Le nouvel entrant, il a une autre technique qui, de toute façon, n'utilise ni le même capital, ni le même travail. Vous voyez le saut quantique, et il déplace radicalement et subitement la frontière de production. Et à ce moment-là, vous avez un phénomène de contestabilité au sens économique du terme, de Baumol, puisque la personne qui rentre avec une technique radicalement différente de celle qui existait va mettre en coin les autres opérateurs qui sont obligés, eux, de gérer des compétences qui semblent commencer à être dépassées, avec des biens de capitaux, que ce soit des ordinateurs, etc., qui ne correspondent pas à la nouvelle production. À l'heure actuelle, dans tous les secteurs, vous avez ce phénomène disruptif dans lequel une nouvelle technologie bouleverse, vient contester les agents existants. Et ça va très très rapidement, parce que vous voyez bien que la différence entre nouvel entrant, c'est-à-dire avec beaucoup moins de capital, beaucoup moins de travail, arrive à produire plus de services d'assurance. Et les services financiers connaissent à l'heure actuelle des phénomènes disruptifs absolument s'accélèrent, mais c'est vrai de l'assurance. Je lisais hier un article qui disait que l'assurance est le domaine à l'heure actuelle où il y a le maximum d'innovations disruptives dans tous les domaines et qui font que notre univers est en train de changer. C'est ce que je disais tout à l'heure, le saut quantique. Ce n'est pas l'amélioration de processus de production tel qu'on l'a connu, dans lesquels on essaie de faire mieux avec ce que l'on a, c'est tout d'un coup le recours à une technologie qui fait que la fonction de production est absolument bouleversée et là vous avez une bataille féroce entre ceux qui sont là et les nouveaux, les disrupteurs, parce que les disrupteurs évidemment s'emparent rapidement de part de marché. Alors comme je crois dans l'économie, évidemment
ceux qui sont plutôt à la traîne vont tout mettre en œuvre pour y arriver. Mais les coûts de transition sont énormes parce qu'eux, ils ont la technique d'avant, les compétences d'avant. Et donc, il y a la disruptivité. Il faut faire différence fondamentale entre concurrence et contestabilité. La concurrence, mes compétiteurs, mes concurrents, ont la même technique d'intrants, ils ont à peu près la même technologie, ils ont à peu près le même coût du travail, ils ont à peu près les mêmes contraintes réglementaires. Donc bon, la concurrence, si vous voulez, à un moment, ça devient un match nul. On peut être un peu plus malin, mais bon. Mais la contestabilité, ça n'a rien à voir avec la concurrence, puisque c'est quelqu'un qui utilise une autre technique et qui vient faire votre métier avec éventuellement une autre réglementation, Uber par rapport au taxi, avec une autre technologie, celle que je mets en œuvre par rapport à ceux qui sont restés dans les autres technologies. Et donc, nous sommes dans l'ère, à l'heure actuelle, de la contestabilité généralisée. Et ceux qui ne comprennent pas que le cheval de Troie de la contestabilité généralisée, c'est la technologie, vont se retrouver malheureusement dans ce cadran-là, c'est-à-dire à une situation dans laquelle progressivement, ils auront des problèmes économiques et financiers considérables, simplement parce qu'ils perdront des parts de marché, des clients, du cash flow, derrière du capital, n'attireront plus les investisseurs. Alors pour le faire, et c'est un peu la solution que Score met en œuvre, il vaut mieux être disrupteur soi-même, c'est-à-dire il vaut mieux accepter d'être soi-même. Donc nous finançons des insurtech, comme on dit beaucoup. Nous mettons au point des technologies pour être sûr que personne va essayer de nous doubler. Et s'ils le font, on ne perd pas de temps. Donc le message que je donne, c'est, mais ça se fait évidemment, c'est pas les mêmes compétences lorsque vous êtes dans l'ancienne technologie et dans la nouvelle technologie. Et c'est la raison pour laquelle mon message, comme toujours, la révolution technologique est en marche, technique, scientifique. Elle va se traduire par des coûts d'ajustement absolument gigantesques, sous-estimés par nombreux, et seuls ceux qui se risquent à faire l'innovation vont le faire. J'aimerais terminer par une slide, si c'était possible. On va donner la slide 5. Enfin, la slide, c'est sur les développements. Technologie me permet de mieux traiter mes risques. Vous avez compris, dans tous les domaines. C'est fascinant pour moi. Mais ça crée des risques. Et donc, dans mon métier, j'ai un double problème. Je dois utiliser la technologie pour produire mes services et aider mes clients à servir, mais en même temps, ils créent des risques absolument. Ces technologies créent des risques que je suis obligé d'affronter, qui n'étaient pas dans mon univers avant. L'accident de voiture est bien connu depuis la création de la voiture. Ça fait seulement un siècle. C'est pas tellement catastrophes naturelles. On les connaît depuis de nombreuses années. On a de meilleures informations dessus. Mais qui peut me donner l'estimation d'une cyberattaque mondiale à l'heure actuelle? Le coût d'une cyberattaque mondiale. Il n'y en a jamais eu, donc je n'ai pas de données, donc je n'ai pas de statistiques. Donc je dois faire un scénario. Qui peut me donner l'estimation d'une attaque terroriste à base d'anthrax ou à base de biochimique ou biologique? Il n'y en a pas eu, donc je n'ai pas de série, donc je ne peux pas dire, je vais prendre les données du passé et inférer ce qui peut se passer. C'est pas possible. Et donc on est obligé dans cette ère-là d'accélération technologique de faire des scénarios sans arrêt pour pouvoir identifier tous les risques émergents. Et ces risques émergents, nous-mêmes, en tant qu'assureurs, on doit trouver des solutions pour protéger nos clients contre leur apparition. Je prends un exemple. À l'heure actuelle, on a un vrai problème à ce stade de la technologie d'une espèce de concaténation entre les cyberattaques, c'est un risque, donc les hackers, etc., et les machines intelligentes. Quand le hacker vous prend vos données, bon, c'est très embêtant, ça pose un problème commercial, un problème de privacy, comme on dit. Mais imaginons que le hacker arrive à rentrer dans votre système de production et utilise vos machines pour produire autre chose que ce qu'elles sont censées en faire, par exemple de détruire les voitures à la place de les construire, ou de faire cracher un avion plutôt que de le faire voler. Voilà un risque nouveau qui est juste à l'heure actuelle apparu entre les machines intelligentes et le cybercrime. Bien, nous sommes obligés de tenir de ça. La même chose pour les nanotechnologies, la même chose. Alors là, vous avez une slide, le blockchain, les cyber-risques, les voitures autonomes, tout ce qui est le permafrost qui est en train de, vous avez le severe blackout lorsque vous avez des grilles d'énergie qui sont en train de, ce qui vient de se produire d'ailleurs. Facebook est en rade aujourd'hui. Il y a eu un power
power blackout en Venezuela. Je vais pas faire toute la série des risques, mais nous sommes obligés de traiter les risques issus des changements technologiques parce que ceux-ci sont absolument inédits. Comment pouvait-on imaginer un risque cyber avant l'invention de l'Internet? La réponse, il n'y en avait pas par définition. Et donc, notre univers de risque, je terminerai là-dessus, l'univers des risques est en train d'exploser actuellement, est en train de changer de nature, de forme. C'est quelque chose qui est j'allais dire, chaque jour, on voit apparaître ces risques liés à la technologie, à l'utilisation de la technologie, et nous sommes obligés d'être. Donc, mon message est simple, ça transforme profondément mon métier, ça transforme profondément l'organisation et les entités et les entreprises qui sont obligées de faire ce métier, et ça transforme profondément, cette fois-ci, le type de produit et de service que l'on peut faire, parce que l'univers des risques est à l'heure actuelle dans une transformation absolument incroyable. Et donc, vous voyez, je suis immergé dans une révolution technologique et scientifique qui fait que je crois qu'il n'y a pas un espace de mon propre espace qui n'est pas secoué, challengé, contesté et qui suppose une adaptation sans délai pour pouvoir offrir les services que je fais, transformer l'organisation et être sûr que je ne loupe pas une marche dans cette espèce de conquête de la maîtrise des risques. Merci beaucoup, Denis Kessler, de cette présentation extrêmement précise et exhaustive de cette question d'assurance. Professeur Kourilski, je n'oublie pas évidemment que vous avez été le rédacteur d'un rapport important sur le principe de précaution en France qui, au fond, tourne autour de toutes ces questions. Peut-être voulez-vous réagir d'abord en tant que spécialiste, en tant que grand chercheur sur les sciences du vivant, ou peut-être là, l'excès d'informations n'existe pas, où la question de l'avancée de la science est toujours plus surprenante. Je ne sais pas comment vous envisageriez une réaction par rapport à tout ce que vient de nous raconter Denis Kessler dans son propre domaine, dans ce domaine qui peut, de certaine façon, se relier au vôtre. Bah, écoutez, d'abord, réagir en félicitant Denis Kessler, parce que ce qu'il a montré est remarquable et remarquablement exposé, mais surtout profondément remarquable dans sa substance. Alors, le modeste chercheur que je suis vit dans le questionnement et dans l'interrogation et les limites, si vous voulez. Et donc, ce que je vais essayer de faire en quelques minutes, c'est de montrer comment en biologie, on aborde certaines de ces limites et en quoi ça peut éventuellement instruire sur la question des risques. Tout cela est évidemment très, comment dire, simpliste presque par rapport à... Excusez-moi, on n'entend rien. Oui, le micro ne marche pas? Oui, non, oui, vous inquiétez pas. Oui. Oui, non, vous inquiétez pas, c'est bien. Et la question, donc, les questions que je vais évoquer sont des questions qui sont très loin des magnifiques applications qui ont été évoquées. Moi, je vais aborder les choses sous l'angle de la complexité et vous dire qu'à mon sens, le 21e siècle est le siècle de la complexité. La complexité, ça comprend les big data, mais pas que les big data. La complexité, c'est l'association des big data, donc des données qui concernent des éléments et des interactions entre ces éléments. Et dès que vous regardez, que vous prenez n'importe quel exemple de système dans lequel vous n'auriez même que 10 éléments différents, reliés par des interactions qui sont toutes différentes entre elles, l'esprit humain n'y arrive plus. Et donc, on est rentré de facto dans le problème, dans les questions d'intelligence artificielle. Alors, quand on voit ça, on est intéressé par la science de la complexité qui émerge et que Denis Kessler reconnaît bien puisqu'il l'exploite superbement. Cette science de la complexité, c'est grosso modo, pour aller vite, la science des réseaux. Et ces réseaux sont isomorphes. Vous pouvez prendre le réseau d'électricité de l'Europe et un réseau de protéines biologiques dans une cellule, ça a en gros la même tête. Et en fait, les règles d'interaction et les règles de traitement sont à peu près les mêmes. Sauf que vous avez des scientifiques qui viennent d'horizons complètement différents, avec des problématiques différentes, et que vous avez là un segment de la science qui a commencé à se construire, continue à se construire de façon hétérogène,
et où notamment les biologistes ont du mal à parler aux informaticiens, par exemple, ou bien aux technologistes qui fabriquent des avions. La plateforme, ou les plateformes plus exactement, qui construisent les Airbus, etc., sont des plateformes absolument colossales au niveau digital. Et les biologistes, de leur côté, commencent à avoir des plateformes qui sont colossales. Pourquoi? C'est venu notamment, et c'est assez récent, puisqu'en gros, on peut dater ça l'an 2000, grosso modo, c'est le fameux séquençage de l'ADN. La vitesse de séquençage, il se trouve que j'ai été associé au début de cette aventure, en 40 ans, la vitesse et l'efficacité du séquençage ont été multipliées par un facteur d'au moins 1 milliard. C'est pas rien. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on séquence le fameux génome humain en quelques minutes ou presque pour un prix modeste, là où il fallait des dizaines d'équipes, des années de boulot et des millions de dollars. Bon. Et donc, si vous voulez, juste pour analyser cette situation rapidement, maintenant on en est à séquencer des centaines de milliers de génomes. Chaque séquence, c'est plusieurs milliards de caractères. Et la base de données qui se construit est aujourd'hui intéressante à plusieurs points de vue. Premièrement, on ne sait pas correctement l'analyser, il manque les mathématiques. Il n'y a pas assez de mathématiques pour analyser ça correctement, et donc il y a des matheux qui bossent pour essayer de trouver des nouveaux algorithmes, piqueux, etc. Deuxièmement, dans cette base de données, en gros, il y en a 95%, sinon 98%, qu'on ne sait pas interpréter. Donc là, il y a une surabondance de données dont on ne sait rien faire aujourd'hui. Ça peut être un peu dérangeant, sauf que c'est quand même du matériel qui est engrangé pour les cerveaux qui se développent et qu'il faut développer. Donc, ce n'est pas vraiment problématique, mais ça interroge. Dans cette problématique des réseaux, on rentre donc dans cette logique des systèmes complexes, et cette logique des systèmes complexes apporte un premier élément que je voudrais mentionner, qui est comment est-ce qu'on mesure la complexité d'un système? Vous allez me dire, c'est pas compliqué, on compte les éléments, les liens, machines, on bidouille tout ça, et puis si plus il y en a, plus c'est complexe, et puis voilà, bon, très bien. Mais une autre manière de faire que je trouve extrêmement intéressante, c'est d'utiliser les théories des contrôles. Et donc là, ce que vous prenez, c'est de mesurer la proportion des nœuds du réseau qu'il vous faut maîtriser pour faire passer le réseau d'un état A à un état B. Bon. Par exemple, vous voulez réactiver un réseau d'électricité et combien de nœuds, etc. il faut. Okay. Donc, ça donne une intuition, si vous voulez, de l'architecture du réseau, parce que plus il faut manipuler de nœuds pour arriver à provoquer cette évolution contrôlée, si vous voulez, plus évidemment le réseau est complexe quelque part, et plus il est intriqué. Et là, il y a un résultat qui est assez intéressant et qui, à mon avis, explique beaucoup de choses et va peser sur l'avenir de ma discipline pendant tout un temps, c'est que le calcul à partir des données existantes sur une centaine de réseaux montre que les réseaux biologiques sont de loin les plus complexes, beaucoup plus que le réseau d'électricité des États-Unis ou de l'Europe, par ce critère. Ce qui veut dire que les systèmes biologiques sont d'une intrication absolument incroyable, et là encore, il faut de nouvelles mathématiques pour arriver à traiter ça. Aujourd'hui, on ne sait pas faire. Donc, on accumule énormément de données, pas seulement de génome. Je vous donne juste un chiffre. Dans une cellule, vous avez plusieurs dizaines, de milliers de protéines différentes, avec des interactions qui sont généralement différentes entre elles. C'est un réseau d'une complexité totalement effarante. Et mon ami que vous connaissez bien, Lyons, est bien incapable de traiter ça comme... il manque encore des choses. Dans ces réseaux et en biologie, il y a une propriété qui est tout à fait fondamentale, c'est la robustesse, que personnellement je distingue de la résilience, et je vous définis en deux phrases la robustesse. C'est pour moi une propriété absolument critique qui fait partie des enseignements qu'il faut arriver à faire passer dans la jeune génération.
La robustesse est la propriété d'un système complexe qui lui permet de continuer à fonctionner correctement en dépit de défauts, de problèmes qui lui sont posés à l'extérieur comme à l'intérieur. À l'extérieur comme à l'intérieur devient ici très important parce que je prends un système biologique, nous-mêmes, l'organisme humain. Les risques que nous encourons de l'extérieur, on peut toujours se casser la gueule, mais on peut être infecté. Évidemment, dans ma spécialité, je sais qu'il y a des milliers de virus qui rôdent, y compris dans cette salle, probablement, etc. Donc, on peut être infecté sans arrêt, ok. Mais les risques intérieurs sont tout aussi intéressants et même plus importants. Parce qu'en fait, ces risques font partie de ce qu'on appelle les propriétés émergentes des systèmes complexes, à savoir qu'il y a des choses surprenantes qu'on ne sait pas prévoir, qu'on n'arrive pas à prévoir, etc. On appelle ça les propriétés émergentes, c'est un vocabulaire un peu vaseux, hein, mais bon, voilà. Et une de ces propriétés émergentes, très souvent, c'est les pannes. On ne sait pas d'où viennent les pannes dans beaucoup de cas, et on ne sait pas les prévoir. Mais si je prends maintenant l'organisme biologique, l'organisme vivant, il a sa matrice qui est l'ADN. Chez l'homme, 3 milliards de paires de bases, okay, et là-dedans, il y a des erreurs qui se produisent une fois de temps en temps, et on ne sait pas les prévoir. Et je ne sais pas comment on pourra prévoir, je ne vois pas comment on pourrait les prévoir. Donc on est dans un domaine où on atteint des limites, au moins pour l'instant, et on sait très bien que l'accumulation de ces erreurs est ce qui cause le vieillissement d'une part, ce qui n'est pas encore trop grave, mais les cancers, ce qui est beaucoup plus grave. Donc c'est l'accumulation de ces événements aléatoires qui, dans certaines combinaisons, provoque le phénomène cancéreux qui peut être évidemment totalement désastreux. Bon. Donc, nous avons là un exemple de fait que l'organisme est mis en danger, soit de l'extérieur, soit de l'intérieur. Et donc, la robustesse, c'est ce qui contrôle ça. Et en fait, quand on s'interroge sur l'organisme humain, en disant, en réalité, il est extrêmement robuste. Parce qu'en fait, il y a maintenant d'assez bonnes données qui vous disent qu'on fait probablement chaque mois, chaque année, on ne sait pas trop, mais des épisodes infectieux, des petits cancers, probablement quelques AVC, tout ça est réparé sans qu'on s'en rende compte parce que l'organisme humain est robuste. Donc, dans cette notion de robustesse, il y a un facteur qui est extrêmement important, c'est qu'en fait, et je reprends un langage qui n'est pas le mien, mais la robustesse est notre assurance vie contre le hasard. En fait, la robustesse est l'instrument de gestion du hasard. Et le système immunitaire chez l'homme est particulièrement sophistiqué et développé parce que c'est l'instrument qui gère le hasard. Et effectivement, avec un outil qui est absolument incroyable, c'est que ce dispositif qui est né dans l'évolution de façon relativement récente est capable de détecter n'importe quelle molécule qui n'existe même pas encore dans la tête des chimistes. Il a construit une manière de bâtir un univers de reconnaissance des formes qui permet de tout reconnaître, en gros, avec un certain facteur d'imprécision, et qui permet de tout reconnaître. Donc, si vous voulez, au total, notre organisme est robuste. Et pourquoi ne sommes pas plus robustes que cela? Pourquoi le transhumanisme, à mon avis, ne mènera pas là où il espère nous mener? C'est tout simplement que l'accumulation du coût biologique, en tout cas, des dispositifs qui assurent la robustesse est élevée. Ça veut dire que pour arriver à ça, il faut des capteurs, comme vous l'avez dit. Il faut des mécanismes de détection des erreurs, il faut des mécanismes de correction des erreurs, et tout ça constitue une partie très importante de l'organisme vivant. Moi, au pifomètre, je pense que ça représente au moins 10% des ressources de l'homme. Le système immunitaire en tant que tel, c'est 6 à 7% des ressources. Il y a d'autres paramètres par derrière. Donc, la question de la robustesse, c'est celle de la gestion du hasard, mais c'est celle des mécanismes qui permettent de gérer ce hasard grâce à des capteurs, des détecteurs, des systèmes de correction d'erreurs, etc.
Alors, je voudrais dire que maintenant, le XXIe siècle est, pour moi, je l'ai dit, le siècle de la complexité. Je contrerai cela en regardant l'évolution de la physique. En fait, on est passé de l'ère du réductionnisme où l'idée pour traiter un problème, c'est qu'il fallait le réduire à la plus petite dimension du problème que l'on pouvait étudier. Et maintenant, comme vous l'avez très bien montré, on est dans une logique complètement inverse. On essaie d'avoir tout. Bon. On essaie d'avoir tout, et donc on est passé effectivement dans une ère de big data. Maintenant, je voudrais juste terminer par quelques mots de prudence, vus encore une fois par le biologiste et sa réflexion. Le plus important, enfin, ce qui est important pour moi, c'est de bien voir qu'il y a des limites théoriques à l'utilisation des big data. Si on prend un système complexe, on ne peut pas tout déduire d'une infinité de mesures, c'est pas vrai. Il y a boîte noire, il faut ouvrir la boîte noire, il faut aller dans les éléments de la boîte noire, et on le voit bien en biologie, ou dans le climat, ou partout, ou dans l'assurance maintenant, on le voit bien, il faut vraiment aller dans le détail, et le maximum de détails possible pour arriver à comprendre les éléments intégrés avec tous les instruments informatiques, d'intelligence artificielle, etc. Donc, ouvrir la boîte est absolument essentiel. Et il y a parfois un contresens avec les big data, c'est les gens qui se disent, en mesurant tout, etc., je vais pouvoir comprendre ce qui se passe à l'intérieur de la boîte. Ça, c'est faux. Ça, c'est faux. C'est comme si vous dites, je fais 500 milliards de mesures sur une voiture et je déduis ce qu'il y a à l'intérieur de la voiture. Non, il faut ouvrir le capot. Hein. Il n'y a pas moyen de faire autrement, il faut y aller. Et donc, la leçon de tout ça, c'est maintenant d'interroger la limite de ces approches dans les sciences sociales. Et je conclurai là-dessus parce que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Et je vous donne plusieurs exemples d'interrogations pour lesquelles, évidemment, je n'ai aucune réponse. Première interrogation, pour moi, disons, le système démocratique est analogue à un système vivant. Donc, question, si on prend cette analogie, je sais que comparaison n'est pas raison, etc., mais quand même, ça incite à réfléchir. Est-ce qu'on constate aujourd'hui des faiblesses dans les systèmes démocratiques? D'où viennent-ils? Est-ce qu'on s'interroge suffisamment sur la robustesse des systèmes et sur le fait que, en gros, le message de la biologie, c'est qu'il ne suffit pas de vivre, il faut survivre. La fonction de survie est absolument essentielle, sinon, etc. Les fonctions de survie dans les démocraties me paraissent intéressantes à interpréter parce que, par exemple, est-ce qu'on fait suffisamment attention à l'efficacité des systèmes? Et la non-efficacité d'un système est évidemment une fragilité, donc un défaut de la robustesse des systèmes. Donc, je reprends un autre exemple. Évidemment, dans les systèmes sociaux, la part des réactions humaines est importante. On peut en appréhender évidemment une partie grâce aux big data, etc. Il y a quand même une part qui reste probablement non appréhendée et quelque part, je dois dire qu'on peut l'espérer parce qu'on tombe dans Big Brother complètement. Donc, ok. Et donc, qu'est-ce qui se passe dans ces domaines-là? Moi, je dirais que j'essaye personnellement de développer une approche qui est celle-ci. En économie, en sociologie, dans les sciences humaines et sociales, on a toujours une sorte de clivage entre le macro et le micro. Bon. Même en physique, on a du mal à réconcilier le macro et le micro. Hein. Donc la physique quantique et Donc, mais en économie, je constate que mes amis macroéconomistes ont un peu de mal à parler aux microéconomistes, etc. Et réciproquement. Okay, réciproquement. Donc, qu'est-ce qui se passe dans ce domaine-là? Vous avez ceux qui, par exemple, essaient de modéliser trop tôt. L'exemple historique, pour moi, c'est Homo economicus, qui est une vaste plaisanterie. L'homme qui... etc. Donc, ça, c'est une modélisation trop précoce, parce que pour arriver à faire des mathématiques à partir des
système économique, on a simplifié à l'extrême, trop simplifié, si bien qu'on finit par tomber sur quelque chose qui me paraît relativement absurde et finalement pas très productif. Bon. OK. En sociologie, si vous voulez, moi je travaille sur un dispositif que vous avez rapidement évoqué, j'en dis juste 2 mots et je conclue, et qui est le suivant. Moi je me suis interrogé sur l'efficacité du système social en France, et dans le monde, mais social en France. Un tissu qui est très particulier, nous avons 1 300 000 associations 1901 actives. Bon, plus de 200 ou 300 000 qui sont mortes et qui ne le savent pas. Mais bon, okay. Donc, vous avez un tissu qui d'ailleurs est rassurant quant à l'esprit de générosité, etc. Et une étude du CNRS montre que ce petit monde mobilise 100 milliards par an. Alors, on mélange les carottes et les lapins, parce que là-dedans, vous avez la Croix-Rouge et des micro-associations, etc. Mais en gros, vous avez dans ce domaine-là à peu près un tiers des dispositifs qui fait du social pur et dur, pour à peu près les 2 tiers du budget, soit 65 milliards. Voilà en gros les chiffres. Donc il y a un enjeu colossal à essayer d'évaluer et de comprendre l'efficacité et comment améliorer l'efficacité de ce système. Ça touche à plein de domaines, dans les entreprises, ça touche à RSE, à plein de choses, je passe là-dessus. Mais comment voulez-vous apprécier ça? Avec quelles données? Voilà le point où je veux en venir. Et donc, ce que nous nous sommes attachés à faire, c'est récolter les données de ce que font les acteurs sur le terrain, qu'il s'agisse d'agriculteurs qui développent sur un lopin de terre, etc., qu'il s'agisse d'associations 1901 qui servent des repas à des SDF, etc. Et donc, la capacité de récolter ces données qui sont largement qualitatives. Le quantitatif, en fait, la loi fait que la transparence financière des associations, etc., c'est relativement garanti. Mais vous avez tout un pan d'activité qui est qualitatif et qui, à mon avis, est très, très important à appréhender dans une sorte, et vous l'avez prononcé, de mésosociologie, qui est une sorte d'intermédiaire d'action, si vous voulez, entre les opérateurs de base, les agents de base qui sont les personnes elles-mêmes et les systèmes globaux. Bon. Et donc, je pense que dans la promotion qu'il faut faire au niveau des big data, il y a un segment qualitatif quelque part, ou semi-qualitatif, dans lequel il va falloir rentrer. Et à mon avis, c'est un segment de recherche qui va être très important dans le futur. Voilà. Merci beaucoup, professeur. Denis, peut-être, si vous souhaitez réagir, ou si peut-être cette question de la robustesse, par exemple, pour reprendre ce terme que vous avez utilisé, peut-être, pourrait être considéré peut-être comme une limite de l'approche que vous avez évoquée sur la manière d'essayer d'appréhender au maximum toutes les informations sur la question de la sueur pratique, ou au contraire, c'est quelque chose finalement qui... Oui, il y a beaucoup de convergence. Oui, oui, tout à fait. Il y a beaucoup de convergence. Je constate que dans le domaine de la finance ou de l'économie, notre vocabulaire emprunte beaucoup au vocabulaire des sciences de l'humain, des sciences biologiques. On parle de résilience, c'est de la physique qu'on applique à l'heure actuelle à l'économie. Et la résilience, c'est la capacité d'un système à retrouver sa forme initiale lorsqu'il a été déformé. Donc, et on essaie de regarder comment, après un grand choc économique, on retrouve une stabilité. Donc, voilà un des exemples. Le stress test est maintenant commun dans quasiment toute l'approche de la régulation. Il s'agit de faire des stress tests et de voir à la limite si l'organisme résiste, l'organisme bancaire ou l'organisme d'assurance à telle ou telle série d'événements. Donc, je peux continuer. Il y a solidité, c'est solvabilité dans notre domaine. Je veux dire, c'est la même idée, c'est-à-dire à quel moment le risque de faillite qui correspond à la mort dans l'humain peut être éliminé ou au contraire anticipé. Donc tout ceci est, à mon avis, un espèce de socle qui est en train de se développer autour des problèmes d'interaction, de partage d'informations et de réaction à cette information. Donc c'est fascinant. Alors le maître mot, vous l'avez prononcé, c'est évidemment le problème qu'on est rentré dans l'économie et dans l'ère des réseaux. Et on n'a pas eu je trouve qu'on n'a pas assez investi intellectuellement dans qu'est-ce qui est spécifique dans les réseaux. Alors, il y a eu la théorie des graphes qui a été développée, vous vous en souvenez, par
par Claude Berge, Pierre Rosenstiel, etc. Et la France était d'ailleurs tout à fait leader dans la théorie des graphes au moment où cette discipline s'est développée, mais les outils mathématiques pour décrire les graphes, les traiter, les exploiter, voir les interactions, ne sont pas encore complètement disponibles à l'heure actuelle. C'est, à mon avis, une des pistes de recherche les plus fécondes, parce qu'il va falloir trouver les solutions. Tout apparaît comme un réseau. Que ça soit, il n'y a pas quelque chose à l'heure actuelle sur Terre qui ne soit pas traité en réseau. Alors le réseau, il est plat, c'est ça l'ennui. La représentation, elle est plate, elle est unidimensionnelle, alors que toutes nos constructions intellectuelles étaient verticales. Et donc, ce changement de la verticalité qui était au cœur à peu près de toutes les organisations telles qu'on les concevait, à des organisations qui sont plates, difficiles de trouver le centre. Dans les organisations traditionnelles, il y avait un centre, puisque c'était vertical, d'en haut jusqu'en bas, le sommet de la pyramide, souvenez-vous tout ça. Puis maintenant, on ne sait pas où est le centre d'Internet, on ne sait pas où est le centre des systèmes, où est-ce qu'il est, parce qu'il y a des interactions permanentes, il se déplace, il est diffus, et tous les problèmes de réseau nous posent des problèmes absolument dramatiques. Les réseaux terroristes nous posent un problème dramatique, parce qu'ils sont où, comment, où les identifier, comment ils communiquent, comment ils arrivent à... Et ça a été, en plus, toujours transnational, c'est-à-dire les frontières disparaissent dans les réseaux. C'est vrai d'Internet, c'est vrai du terrorisme, etc. Et donc, si je fais une application à la démocratie, je trouve que le déficit terrible à l'heure actuelle de nos dirigeants, c'est qu'ils n'ont pas pensé les conséquences en matière de fonctionnement de la démocratie de l'essor des réseaux. Et c'est pour ça que les samedis après-midi, mesdames et messieurs, vous avez des gens qui ont des gilets roses, qui forment un réseau, on ne sait pas qui, on ne sait pas où il est, on ne sait pas qui le dirige. Dès qu'il y a un dirigeant, de toute façon, il disparaît ou il est exclu. Et donc, la démocratie représentative, qui reposait sur cette verticalité, donc la délégation et la représentation, je délègue à un député, je délègue à un syndicat, je délègue à une association mon pouvoir, et celui-ci est considéré comme représentatif des intérêts que je porte, a complètement disparu, puisque chacun veut s'exprimer, chacun veut porter son propre message, un peu différent de l'autre. Donc la concentration des opinions a disparu, et au contraire, on a un phénomène d'interaction absolument immaîtrisé d'opinions qu'on n'arrive plus à saisir. On peut faire un grand débat, mais imaginez, Big Data, traiter 3 millions, 5 millions, 100 millions d'opinions dans le monde pour savoir si ou non il faut légiférer sur un sujet. Et là, vous voyez, c'est le déficit sans doute, à mon avis, d'un certain pan de la société. Quand on voit ces évolutions de profondeur, que l'on voit dans tous les domaines des sciences, il faudrait en tirer les conséquences en matière, je pense, de gestion sociale, de gestion de la société, de gestion démocratique. Et ça se voit partout. Donc c'est pas un hasard si toutes les organisations dites représentatives sont en crise à l'heure actuelle. Pas hasard si on voit partout des syndicats en difficulté, qu'ils soient patronaux ou syndicaux, je suis pas en train de faire ça. Les partis politiques implosent. Ce qui se passe à l'heure actuelle à Londres est un exemple extraordinaire. Je trouve la plus vieille démocratie est en train de patauger, qui est incapable de se forger une opinion consensuelle. Ça ne marche plus. Donc voilà des conséquences. Et donc je buvais aux paroles un coupe du petit lait parce que je pense que les progrès de la biologie, de l'interaction, de l'information et de la façon dont le vivant fonctionne pour pouvoir faire face aux accidents, aux difficultés qui se présentent, devraient nous inspirer pour essayer de repenser des systèmes sociaux qui fonctionnent, ce qui n'est pas le cas, visible en tout cas à l'heure actuelle dans beaucoup de domaines. Alors ça concerne l'entreprise, parce que l'entreprise qui était basée sur un principe de verticalité, là aussi, et de hiérarchie, l'information était descendante. Qu'est-ce qu'un cadre? C'est celui qui donnait l'information du sommet en partiel, en dessous, qui descend. Tout ceci, l'entreprise est une entreprise réseau, elle est dispatchée, et là aussi, il faut repenser ces entreprises dans ce monde tout à fait différent de celui dans lequel on a construit tous nos systèmes sociaux. Donc, sociologie, biologie, sciences sociales, politique, sciences politiques, sciences managériales doivent consacrer du temps à essayer de trouver la clé à ces problèmes nouveaux parce qu'ils ne disparaîtront pas. Et ça, c'est la technologie qui a conduit à ce gros choc qui déstabilise tout, il faut être honnête, qui déstabilise tout sous nos yeux. Professeur, vous avez évoqué le besoin de continuer la rupture, en particulier l'innovation en matière mathématique. Si on relie la question économique et la question scientifique, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui que
nous avons encore énormément à découvrir en matière mathématique ou à inventer en matière mathématique par rapport à ces problématiques de réseau. Est-ce que vous avez le sentiment que l'économie aujourd'hui va pousser pour aider la science à aller encore plus loin parce qu'il y a des moyens à mettre derrière? Ou est-ce que nous sommes à un moment où peut-être certains endroits dans le monde savent identifier ce problème, d'autres peut-être moins? Est-ce que, par exemple, l'école mathématique française, par exemple, ou européenne, continue à travailler par rapport aux attentes de votre discipline et aux attentes de tout ce que vient d'évoquer Denis du point de vue de cette science des réseaux que nous devons appliquer, y compris en matière économique? La réponse, c'est que les communautés mathématiques sont très, très mobilisées, mais il y a plusieurs observations à faire. La première, c'est que l'excès d'information, même en mathématiques, devient problématique. Ouais. Mes amis mathématiciens me disent qu'avant, ils pouvaient à peu près tout savoir. Maintenant, ils sont comme moi. Dans mon domaine qui est l'immunologie, dites-vous que je devrais lire normalement, si je faisais bien mon boulot, et au Collège de France, j'étais censé bien le faire, hein, je devrais lire entre 50 et 100 000 articles par an. Bon, oui, absolument, pas moyen de faire ça. Donc, il faut trouver une architecture de l'information pour organiser l'information et la rendre accessible, ce qui est aussi un enjeu de démocratie, évidemment. Bon. Et là, on est dans d'autres types de réseaux, d'interrogation par l'intelligence artificielle, la sémantique, etc., etc. Mais bon, donc ça commence à toucher les mathématiciens qui avant étaient relativement à l'abri parce que la discipline était assez relativement peu nombreuse. Mais ceci étant, il faut vraiment faire attention aussi aux bases de données qui les constituent. Les bases de données de génome, aujourd'hui, c'est tout à fait impressionnant. C'est la Chine qui les tient, qui en tient une bonne partie. Pendant longtemps, c'était les États-Unis, et la Chine a mis les moyens, continue à les mettre très gentiment, très bien. Mais voilà, et il n'y a pas besoin d'énormément d'intelligence pour faire ça au départ. Sauf que c'est ensuite le substrat pour développer de l'intelligence, bien sûr, dans tous les secteurs. Donc la réponse à votre question, c'est que la problématique des réseaux s'applique à la science. Et la matière dont la science est le même, je dis à la science, la recherche, hein, la manière dont la recherche va s'organiser est absolument pas claire. Par exemple, on constate qu'il commence à y avoir quand même des spécialisations géographiques, curieusement, parce que, écoutez, ça coûte cher d'aller aux États-Unis, voilà, et que, ouais, c'est vrai, on peut se parler par Internet, tout ça, c'est quand même pas pareil que de boire un coup en discutant des données, etc. Donc, il faut voir comment ça évolue, avec en plus un phénomène qui passe souvent inaperçu. C'est-à-dire que la population scientifique croît, la démographie scientifique évolue également, et notamment, encore une fois, à cause de la Chine, bientôt de l'Inde, etc. Donc, le déplacement des centres de gravité, le terme n'a pas de sens, il n'y a pas de centre de gravité, et dans ces réseaux, il n'y a plus de centres, effectivement, il y a de multiples centres, et c'est pour ça que j'ai cité la théorie des contrôles, c'est que je pense que c'est ça la notion pertinente. Combien de nœuds à combien de nœuds faut-il avoir accès pour arriver à peu près en contrôle, ne serait-ce qu'en connaissance de la situation. Et donc, effectivement, c'est dans cette logique des réseaux qu'il faut raisonner maintenant avec des instruments intellectuels dont on n'est pas forcément familier. Je prends un exemple des mathématiques élémentaires que nous connaissons tous. À l'école, on apprenait que un problème a une solution, par conséquent, la méthode pour y arriver est plus ou moins élégante, mais on y arrive. Le problème avec les réseaux, c'est qu'ils peuvent être dans 50 000 états différents, donc il n'y a pas qu'une solution, et donc, notamment, la solution dépend de la méthode que vous utilisez. Enfin, on rentre dans des formes de logique qui sont complètement différentes, et là-dessus, je reprendrai ce qu'a dit également Denis Kessler. Il est absolument essentiel de former nos gamins dès l'école, là, maintenant, parce qu'il faut vraiment que on s'approprie certains de ces mécanismes de réflexion. C'est totalement essentiel. Là encore, je suis tout à fait en ligne avec vous parce que je vais prendre trois exemples dans mon domaine très rapidement. Le premier, c'est, pendant longtemps, on cherchait des corrélations dans mon domaine, c'est un lien de causalité.
Et quand on ne trouve pas la causalité, ben, on fait abstraction, ben non, il n'y a pas de causalité, donc il n'y a pas de lien. Et donc, notre formation a été de chercher des liens de causalité et d'exclure dès lors qu'on n'arrivait pas à expliquer la causalité, même s'il y avait des liens. Dans mon domaine, donc la science actuarielle, on a développé la théorie des copula. Et la théorie des copula, c'est de dire, je ne comprends pas la causalité, mais s'il y a statistiquement une espèce de constance, en tout cas une apparence de lien, je dois en tenir compte, même si scientifiquement je n'arrive pas à expliquer la causalité. Peut-être qu'on y arrivera plus tard, peut-être qu'on n'y arrivera jamais. Et je prends un exemple, si quelque part vous trouvez une corrélation entre les maladies du bétail en Australie et les incendies de forêt en Canada. Alors vous dites, attendez, ça n'a strictement rien à voir. C'est stable, au sens vraiment, on a pu voir que vous avez des incendies de forêt nombreux au Canada, vous avez des maladies du bétail en Australie, j'en tiens compte. Comment? Je vais en tenir compte. Parce que peut-être, je ne sais pas pour quelle raison, et oui, rationnellement, on a eu tendance pendant longtemps, dans une pensée hypothético-déductive qui a été la nôtre, qui a servi à la Révolution, et dans une économie de réseau, on va trouver aucune corrélation, mais des liens incertains, tantôt stables, tantôt instables. Voilà l'univers dans lequel on est, et les réseaux vont multiplier ces réseaux-là. Donc passer de la rationalité simple et la corrélation traditionnelle à cette approche infiniment plus complexe que celle des copulas, et nous le faisons. Un autre exemple, c'est, je prends un exemple de réseau, c'est, nous on a des milliers de contrats. Et puis, il y a un réseau qui s'appelle les tribunaux, parce que le tribunal, il sera face à une situation donnée, il fera de la jurisprudence. Et la jurisprudence, c'est d'interpréter tel contrat de telle manière et tel contrat d'une autre manière. Les tribunaux ne sont pas liés par les décisions des autres tribunaux, dès lors qu'il y a des plages d'incertitude. Vous imaginez, dans mon métier, j'ai des milliers de contrats. Et si un tribunal, quelque part aux États-Unis, change la lecture de la clause, la jurisprudence faisant souvent jurisprudence par construction, je change mon univers de risque parce que la lecture de la clause était inversée. Je pense par exemple en matière médicale où un tribunal avait décidé d'introduire la responsabilité sans faute alors que traditionnellement c'était la responsabilité avec faute. Ce jour-là, tous les contrats ont été réécrits sans s'en rendre compte. Donc imaginez la difficulté que vous avez. Vous avez un changement de jurisprudence, vous êtes obligé de relire tous vos contrats pour essayer de savoir où il y avait la clause, tel type de clause, tel mot dans la clause, telle grammaire, telle syntaxe dans la clause. On a développé, c'est vrai, on a développé un extraordinaire moyen dans notre entreprise, dans lequel, dès qu'il y a une modification jurisprudentielle, tous les contrats sont immédiatement relus, réinterprétés pour regarder quelle est la conséquence en matière de modification de l'exposition au risque. Je rappelle qu'on a changé 3 lois sur la responsabilité médicale depuis le milieu à la suite du sang contaminé et puis à la suite de l'arrêt de l'hôpital de Marseille. Voilà un des exemples où le réseau, la jurisprudence est un réseau de milliers de juges qui vont pouvoir éventuellement réécrire le sens d'un mot ou le sens Puis troisième exemple, c'est difficile dans les systèmes de réseau, c'est le problème du centre pour moi. Je me souviens de mes travaux sur la théorie des graphes, et pour se représenter, vous voyez, un système parfaitement centré, c'est une étoile. Une personne est en contact avec chacun des autres, mais aucun n'est en contact avec quelqu'un d'autre que le centre. Donc ça, pour une représentation mentale, c'est très simple. Et un système acentré, c'est un octogone, par exemple. Chacun est en contact avec 2 personnes, jamais avec les mêmes, par définition, parce que vous tenez la main tout autour d'une pièce, et donc il n'y a pas de centre, et vous avez un polygone. Je prends un octogone, parce qu'il n'y a personne, un polygone. Et donc, simplement, vous imaginez ça, et on passe d'une société où, en fait, on repérait les centres assez facilement, qui étaient toujours identifiés par un lieu, Rome, Paris, que sais-je encore, à une situation dans laquelle les nœuds, les fameux nœuds, apparaissent de temps en temps dans le réseau, disparaissent, se reconstruisent, et on n'arrive plus à identifier les centres. C'est peut-être vrai dans l'humain, en tout cas c'est certainement vrai à l'heure actuelle en économie, et c'est de plus en plus vrai dans les autres domaines comme la sociologie. Ça, c'est des évolutions absolument fondamentales. Mais la représentation mathématique, c'est là où je voulais en venir, de ces différentes formes d'organisation, c'est extrêmement difficile de comparer des réseaux, parce que chaque réseau est en fait à une morphologie qui n'a pas d'équivalent. Enfin, le réseau de la SNCF ressemble à un réseau des grids d'électricité, mais chaque réseau aura des branches, des centres, des nœuds, des distances qui seront absolument différentes les uns des autres. Et représenter et comparer est une chose, d'autant plus qu'ils évoluent en permanence, parce que chaque jour,
le réseau connaît une évolution. Mais je trouve que c'est absolument fondamental et les discussions telles que l'on les a entre disciplines, compte tenu de l'imbrication des sciences, me semble absolument nécessaire. Et la finance gagne d'ailleurs à comprendre un marché est un réseau, n'est-ce pas? Cher professeur, oui, si vous je voulez. peux juste rajouter, d'adhère une fois de plus totalement. Le naïf que je suis pose des questions sans avoir la compétence, mais j'en pose une qui me tient à cœur depuis quelque temps. Je vous dis, on est entré dans l'ère de la complexité, réseau, enfin on peut la baptiser, etc. Et donc, le type d'interrogation que j'ai, c'est par exemple, est-ce que le droit romain est foutu? Parce que comment voulez-vous faire pour faire évoluer le droit à la vitesse de l'évolution de ce qui se passe aujourd'hui? Un vrai sujet, quand même. Bien sûr. Et donc, la question du poids de la jurisprudence par rapport aux prévisions a priori, y compris dans le domaine juridique, me paraît vraiment tout à fait capital. Alors, je dis ça comme ça. Mais je cite encore autre chose qui, pour moi, synthétise, rassemble beaucoup d'éléments de la pensée complexe. La pensée complexe a quand même beaucoup évolué depuis Edgar Morin, que nous respectons tous, mais c'est vrai que la science a fait émerger justement dans différentes disciplines des modes de pensée complexes. Alors, il y a un mode de pensée que je trouve absolument formidable, et ça résulte d'un livre qui vient d'être traduit en français, et préfacé d'ailleurs par Villani, qui a été écrit par un algorithmicien qui s'appelle Eli Valiant. Et ce livre a un titre génial et qui décrit une chose géniale, c'est probablement approximativement correct. Oui, c'est ça. Génial. Et donc, ça dit tout. Ça dit, ne cherchez pas la perfection. Oui. Approchez-vous de la perfection. Déjà, on rentre dans une dynamique. Faites-le en tenant compte du hasard. Faites-le en tenant compte des incertitudes. Et c'est du machine learning, hein, bien entendu. Mais cette logique-là, si vous voulez, qui d'ailleurs est profondément biologique, et Valiant le dit d'ailleurs dans son bouquin, cette logique-là, à mon avis, capture ce qu'on devrait enseigner à nos gamins. Voilà, en gros. Merci beaucoup. Peut-être pour conclure très vite, cher Denis, par rapport à tout ce que nous avons évoqué, ce dialogue formidable que vous avez tenu devant nous, la question du recrutement, des compétences, on a évoqué la formation déjà. Est-ce que c'est le grand enjeu pour un groupe comme le vôtre? La réponse est oui, mais moi, ce qui me désespère un peu, c'est de voir que l'école actuelle est complètement décalée par rapport à l'évolution scientifique et technique. Et ça, c'est pas possible. Il faut se rendre compte que c'est vraiment une institution qui n'a pas compris cette révolution et qui devrait utiliser d'ailleurs pour l'enseignement. Il faut rebâtir un projet pédagogique pour que les structures mentales, d'éducation, de connaissances, correspondent au monde dans lequel on est entré. Et ça, je ne parle pas de revalorisation de la carrière des enseignants. Je ne parle pas de... Non, ça, c'est pas la question. La question, c'est de redébâtir un projet pédagogique, comme ça a été fait juste avant la Révolution française et après la Révolution française, un projet pédagogique qui permet d'être sûr que les personnes qui vont vivre dans ce monde qui est en train d'émerger aient les capacités de s'y adapter. Et nous sommes vraiment en retard. Je dis bien sur les techniques d'apprentissage, mais en dehors de ça, sur le contenu des apprentissages, pour être sûr, je disais tout à l'heure, parce qu'autrement, le monde sera noir comme une boîte noire. Et les gens, j'ai toujours dit, qui ne comprennent pas le début de l'obscurantisme, c'est toujours ça. D'ailleurs, l'obscurantisme, c'est noir. Et donc, faisons attention à être sûr que on met tous les moyens à l'heure actuelle pour rebâtir un projet pédagogique. Et ça, c'est pas uniquement en France. Je pense que c'est dans le monde qui formera des gens avec des schèmes de pensée qui leur permettra de comprendre la complexité du monde dans lequel on est et de mieux le vivre parce qu'ils le comprendront. On rejette ce que l'on ne comprend pas. C'est vraiment ça, c'est un fondement de la sociologie qui est vraiment très solide. Et il y a une menace de retour de l'obscurantisme qui pour moi, qui sera absolument dramatique. Donc moi je suis pour la science, je suis pour le progrès technologique, je suis comptiste. La France, quand elle était comptiste, a été extraordinaire rayonnement dans le monde. Et donc attention de ne pas avoir en face de nous des générations qui considéreront que le progrès technologique est quelque chose de dangereux,
de manipulation, parce qu'on perdra cette fois-ci, à mon avis, une bonne partie des progrès qu'on a accumulés dans le passé. Donc voilà, c'est un appel à ça. Alors, dans les entreprises, c'est la même chose. Ceci dit, le matériel il est très largement déjà façonné quand on recrute quelqu'un à 20 ans, 22 ans, 23 ans. Donc il faut revenir tout à fait à la base, redéfinir un projet pédagogique basé sur la science, la technologie et la compréhension du monde contemporain, grand 2, et les entreprises doivent consacrer évidemment beaucoup d'énergie, pas uniquement pour dire ces compétences-là m'intéressent, celles-ci ne m'intéressent pas, c'est de faire en sorte que toutes les compétences soient mises à niveau pour pouvoir arriver à maîtriser cette technologie. Sans maîtrise de la technologie et sans maîtrise de la science est la solution à nos problèmes. C'est pas la nature des problèmes, c'est la solution à nos problèmes. Et je vois dans le domaine de l'environnement un début de retour, de rejet du progrès scientifique, c'est absolument dramatique. Les solutions aux problèmes d'environnement et de changement climatique résident dans la science et dans les progrès scientifiques. C'est la raison pour laquelle, sur tous ces sujets-là, je crois que je continuerai à me battre pour que la France soit, comme elle l'a été dans le passé, une des grandes nations dans lesquelles on croit dans la connaissance. Cher professeur, peut-être pour la conclusion, effectivement, sur cette notion humaniste, on va dire, française, et sur la question de la formation dans cette institution qui est une institution de formation, et de formation continue, c'est-à-dire qui ne s'arrête pas. Écoutez, je suis aussi un grand partisan d'Auguste Comte, et notamment pour les questions d'altruisme qui, à mon avis, sont fondamentales dans nos systèmes. Je dirais que l'un des problèmes majeurs auxquels nous faisons face au niveau de l'éducation, c'est que si on reprend les réseaux et si on prend le ministère de la rue de Grenelle, il est vraiment centré, lui. Et peut-être que je suis certain que l'un de ces problèmes, c'est justement, c'est un arbre de Noël avec l'étoile rue de Grenelle en haut, et que vous vous rendez compte que bon, je sais que c'est une administration, mais enfin, j'ai calculé que si c'était dans le privé, ce serait la 3e ou la 4e multinationale au monde. Juste après, il y a Sodexo avec 430 000 salariés. Donc, voilà. Donc, si vous voulez, il y a un gros problème au niveau de l'enfant, c'est très clair. Mais l'autre problème, c'est que maintenant, il va falloir éduquer les citoyens. Et les systèmes d'éducation citoyen, ça, il faut vraiment y réfléchir. Parce que, ceux qui votent, et ce n'est pas encore les gamins, bon, et que 2, ils influencent beaucoup les systèmes. Et par exemple, ils bloquent. Les adultes bloquent certaines réformes de l'enseignement. Il n'y a pas que le ministère. Et donc, il y a un problème d'éducation générale pour les adultes comme pour les enfants. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Pour continuer à penser l'économie et la finance, je vous donne rendez-vous ce soir au ministère de l'économie et des finances à Bercy, puisque nous avons le prix Turgot, qui est le prix des anciens élèves de l'Institut de haute finance, qui sera décerné ce soir en présence du ministre. L'actualité continue à l'Institut de haute finance. Merci beaucoup.